Il y a des vérités que tu ne dois jamais partager. Pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles perdent leur pouvoir dès qu'elles quittent le silence. Ce que tu confies trop tôt, ce que tu exposes sans filtre, ce que tu révèles à ceux qui ne comprennent pas, finit toujours par t'affaiblir. Carl Jung disait que l'âme se détruit quand elle se disperse. Ce que tu gardes à l'intérieur peut te rendre plus fort, plus conscient, plus libre, mais ce que tu donnes sans discernement peut devenir un poison. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 révélations que tu dois garder pour toi, si tu veux préserver ton énergie, ton mystère et ta direction. Ce n'est pas une vidéo sur la méfiance, c'est un appel à la souveraineté intérieure. Écris en commentaire « Je choisis le silence comme armure ». Abonne-toi, reste jusqu'à la fin. Une révélation t'attend. Dans l'Antiquité, la parole était un acte sacré. Les Égyptiens voyaient dans chaque mot un sortilège. Les stoïciens enseignaient le contrôle absolu du discours, et les sages orientaux invitaient à parler peu, mais avec vérité. Pourtant, à mesure que le monde moderne valorisait l'expression libre, l'intimité de l'âme est devenue un spectacle. Carl Jung, lui, comprit que certaines pensées n'étaient pas faites pour être dites, mais pour être transformées en silence fertile. Pour lui, dévoiler sans conscience ses luttes, ses désirs ou ses blessures, c'était risquer de les faire entrer dans un théâtre collectif où l'ego se nourrit du regard des autres. Cette perte de profondeur intérieure est l'une des maladies psychiques les plus répandues de notre époque. Comprendre ce qu'il faut taire, c'est retrouver le sens oublié de la retenue, ce bouclier invisible qui protège l'âme des projections du monde. Il ne s'agit pas ici de cacher par peur, mais de retenir par sagesse. Chaque mot partagé façonne ton image. Or, certaines vérités n'ont pas été créées pour être comprises, mais pour être vécues dans le silence. Voici maintenant les 7 choses que tu ne dois jamais révéler à personne si tu veux préserver ton noyau intérieur. Le premier principe que tu ne dois jamais révéler, c'est la nature de tes blessures encore ouvertes. Ce que tu n'as pas encore guéri, ce que tu ressens encore comme une brûlure sous la peau, ne doit pas être exposé à ceux qui n'ont ni la sensibilité, ni la maturité pour l'entendre. Quand tu parles trop tôt de ta souffrance, elle devient un objet, un sujet de curiosité, un angle d'analyse, ou pire encore, une arme que certains utiliseront contre toi. Carl Jung disait que ce que tu n'intègres pas devient ton destin. Tant que ta blessure n'a pas été transmutée en connaissance intérieure, elle reste un territoire vulnérable. Et ce territoire, s'il est mis entre les mains du monde extérieur, sera profané. Ce n'est pas que les autres sont tous malveillants. C'est que la plupart ne savent pas écouter sans projeter, commenter, comparer ou juger. Ta douleur mérite mieux que cela. Elle mérite d'être accueillie par ton propre regard dans un espace sacré. Lorsque tu parles de ton passé encore à vif, tu l'attaches à ta narration présente. Tu en fais une identité, une boucle. Mais quand tu te retiens de la partager trop vite, tu lui laisses le temps de respirer. Tu permets à ton inconscient de l'assimiler sans te condamner à revivre encore et encore les mêmes scènes. Le silence est parfois la plus grande preuve d'amour que tu peux offrir à ta mémoire blessée. Et quand viendra le moment juste, quand la cicatrice parlera d'elle-même, alors tu n'auras plus besoin de raconter. Ta présence aura déjà tout dit. La plupart des êtres veulent comprendre ta souffrance avec leur logique. Mais ce n'est pas d'explication dont tu as besoin, c'est de transcendance. Et celle-ci commence dans l'ombre silencieuse de ton cœur. Ce que tu portes dans le secret se transforme en lumière si tu lui laisses le droit de ne pas être exposé. Le deuxième principe que tu ne dois jamais révéler, c'est la direction exacte de tes projets les plus importants. Quand une idée naît en toi, elle est encore fragile. Elle n'est pas une structure, mais une étincelle. Elle demande du silence, du recueillement, du secret. Carl Jung nous rappelle que l'inconscient a sa propre logique et que toute création authentique passe d'abord par une maturation invisible. Parler trop tôt de ton projet, c'est risquer de le désancrer. Tu le confies à des oreilles qui, parfois sans le vouloir, le réduisent, le déforment ou le jugent à travers leurs propres filtres. Et même lorsque les autres t'écoutent avec bienveillance,
Leur présence modifie ton rapport à ton idée. Tu passes de l'intuition silencieuse à l'image sociale. Tu commences à penser à ce que les autres en attendent, à comment ils vont la percevoir, à ce que tu devrais faire pour les impressionner ou les rassurer. Et sans t'en rendre compte, ton énergie créative se dilue. Ce n'est pas une question de superstition, c'est une loi psychologique. Ce qui est exposé prématurément s'épuise dans les projections extérieures. Garde ton projet dans l'ombre fertile de ton intériorité, comme une graine qu'on ne doit pas toucher avant qu'elle ait germé. Il y a une puissance dans le silence de la préparation, une intensité dans l'invisibilité du travail profond. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus bruyants, mais ceux qui savent bâtir sans tout révéler. Chaque projet est une alchimie entre ton inconscient et ton action. Si tu en parles trop tôt, tu coupes le lien avec tes forces les plus subtiles. Tu laisses l'ego reprendre le dessus. Tu risques de construire non plus à partir de ta vérité, mais à partir du regard de l'autre. Apprends à créer dans le secret. Laisse-toi guider par la voix intérieure et montre le fruit seulement quand l'arbre est enraciné. Le monde ne mérite pas encore ton projet. Toi, si. Le troisième principe que tu ne dois jamais révéler, ce sont tes actes de bonté invisibles. Il existe un silence plus grand que la parole et une lumière plus pure que l'approbation. Lorsque tu fais le bien dans l'ombre, sans en parler, tu touches une dimension de ton être que ni l'ego ni le regard des autres ne peuvent corrompre. Carl Jung le savait. L'éveil de l'âme passe souvent par des gestes simples, cachés, spontanés, que seul ton inconscient reconnaît comme justes. Mais si tu révèles tes actes de bonté, tu les déplaces de leur axe intérieur vers un théâtre extérieur. Tu les exposes à l'analyse, à la comparaison, à l'interprétation. Et dans ce déplacement, quelque chose se perd. La bonté devient performance. L'intention pure devient récit. Tu n'es plus dans l'acte, tu es dans sa justification. Pourtant, le vrai bien n'a pas besoin de spectateurs. Il se suffit à lui-même. Ce que tu fais pour élever quelqu'un, pour consoler en silence, pour alléger une douleur sans rien attendre, cela te transforme bien plus profondément que 1000 compliments. Et plus encore, cela guérit aussi des parts en toi que tu ne peux pas encore nommer. Mais dès que tu commences à parler de ta générosité, même avec fierté, même avec gratitude, tu ouvres une porte à l'ego spirituel, ce piège subtil qui te fait croire que tu progresses alors que tu t'éloignes. Le monde moderne adore récompenser les gestes visibles, mais ce que tu fais dans le secret parle directement au divin. Garde cela pour toi. Ton âme le sait, l'univers le voit, et ton inconscient s'en nourrit comme d'un feu sacré. Il y a des vertus qui ne doivent jamais être dites, car les dire les abîme. Elles deviennent des mots, alors qu'elles sont des élans. Si tu veux vraiment faire le bien, fais-le et oublie-le. Ce que tu fais dans l'ombre façonne la clarté de ton regard, et personne n'a besoin de savoir pourquoi il brille. Le quatrième principe que tu ne dois jamais révéler, ce sont les tensions intimes de ta vie familiale. Ce qui se passe dans le sanctuaire de ta famille, dans l'espace fragile entre toi et ceux qui t'ont vu naître ou t'ont appris à aimer, ne doit jamais devenir un récit public. Carl Jung l'a souvent souligné. Les blessures les plus profondes viennent des cercles les plus proches, et ce sont aussi celles que l'on met le plus de temps à comprendre. Parler trop tôt de tes conflits familiaux, c'est courir le risque d'externaliser une lutte qui n'a pas encore trouvé sa racine. C'est transformer une douleur en plainte, un processus en verdict. Et dans ce mouvement, tu perds la possibilité d'en faire une voie de transformation. Lorsque tu révèles à quelqu'un les dysfonctionnements de ton couple, les erreurs de tes parents, les trahisons de tes frères ou sœurs, tu exposes ce qui devrait d'abord être intégré. Tu demandes une forme de validation extérieure pour une expérience intérieure encore inachevée. Pire encore, tu ouvres la porte à des jugements qui ne peuvent comprendre le lien profond, karmique, psychologique qui t'unit à ceux-là même que tu critiques. Car la famille, qu'on le veuille ou non, n'est jamais un accident. Elle est une matrice. Elle est le miroir initial de ton ombre.
Si tu la condamnes trop vite à l'extérieur, tu fuis le travail de fond qu'elle t'oblige à faire en toi. Bien sûr, il y a des violences qu'il faut dénoncer, des limites qu'il faut poser. Mais la plupart du temps, ce que nous partageons avec le monde n'est pas une vérité, mais une émotion temporaire, un fragment de colère ou de déception. Et ce fragment, une fois déformé par les oreilles d'autrui, devient un poids inutile. Garde tes tensions pour les transmuter, pas pour les exposer. Parle-en à Dieu, à ton journal, à ta conscience profonde. Mais protège ton intimité comme un temple. Car ce que tu dévoiles trop tôt peut être volé, vidé ou retourné contre toi. Le 5e principe que tu ne dois jamais révéler, ce sont tes visions spirituelles ou tes intuitions profondes. Tout ce qui naît dans les profondeurs de ton âme ne doit pas forcément monter à la surface du monde. Certaines expériences intérieures sont si pures, si subtiles, si sacrées, qu'en parler trop tôt ou à la mauvaise personne revient à les profaner. Carl Jung disait que ce qui vient de l'inconscient ne peut pas toujours être formulé avec des mots. Et il avait raison. Certaines intuitions te traversent comme un souffle. Certaines visions apparaissent dans tes rêves, dans ta prière, dans un silence soudain, et elles contiennent plus de vérité que 1000 discours. Mais si tu les racontes, si tu les analyses, si tu les exposes, tu les soumets au filtre du mental, à la logique du monde et à l'incrédulité des autres. Et ce que ton âme avait reçu comme un message sacré devient une anecdote, une étrangeté, un récit vidé de sa force. Les autres ne peuvent pas toujours comprendre ce que toi seul as perçu. Et ce n'est pas leur faute, c'est une question de fréquence, d'expérience intérieure, de résonance. Si tu racontes ce que tu vois dans l'invisible à quelqu'un qui ne voit que la matière, il va t'étiqueter, te réduire ou te détourner. Et cela va affaiblir ta confiance en ton propre canal intérieur. Ce que tu reçois du ciel est fait d'abord pour toi. C'est une nourriture spirituelle, une révélation intime, une boussole. Protège-la. Ne laisse pas les vents extérieurs souffler sur la flamme. Certaines visions n'ont pas besoin d'être dites. Elles doivent être vécues, honorées, écoutées et parfois simplement gardées. Celui qui parle trop de ses intuitions les assèche. Celui qui les garde les voit grandir. Si Dieu t'a montré quelque chose dans le secret, c'est qu'il veut que tu l'intègres, pas que tu l'expliques. Ce que ton esprit reçoit en silence, le monde ne pourra jamais te l'enlever. Tant que tu ne le livres pas à ses jugements. Écris en commentaire « Je protégerai ce que le ciel m'a confié en silence ». Le 6e principe que tu ne dois jamais révéler, ce sont tes failles psychologiques les plus sombres. Il y a en toi des zones d'ombre que même ta propre conscience n'ose pas toujours regarder en face. Des pulsions enfouies, des pensées inavouables, des contradictions que tu ne comprends pas encore. Ce sont les racines profondes de ta psyché, et elles forment le sol sur lequel ton être cherche à se reconstruire. Carl Jung les appelait les contenus du soir de l'âme. Il savait que les révéler sans préparation, c'est risquer l'effondrement. Tu ne dois jamais exposer tes ténèbres intérieures à ceux qui n'ont ni la compassion, ni la maturité, ni la clarté nécessaire pour les accueillir. Car ils ne verront pas la complexité de ton processus, ils verront une faiblesse, une faille, une cible. Et tôt ou tard, ils l'utiliseront. Le monde ne pardonne pas ce qu'il ne comprend pas. Et l'ombre mal comprise devient rapidement un stigmate. Ce n'est pas que tu dois mentir. Ce n'est pas que tu dois prétendre être pur ou parfait. C'est que certaines vérités doivent d'abord passer par le feu de la transformation intérieure. Tes pulsions destructrices, tes obsessions cachées, tes angoisses primitives, elles doivent être accueillies, examinées, aimées, transmutées. Mais tout cela se fait dans le silence de la conscience, pas sur la place publique. Confier ton chaos à quelqu'un qui n'a pas traversé le sien revient à offrir ton miroir à celui qui ne veut pas voir son propre visage. Et tu récolteras du rejet, ou pire, de la pitié. Or, ta psyché ne demande ni l'un ni l'autre. Elle demande ton attention,
ton courage, ta présence. Lorsque tu auras réellement traversé ton ombre, tu n'auras plus besoin d'en parler. Ta lumière le dira pour toi. Et si tu en parles un jour, ce ne sera pas pour te justifier, mais pour transmettre. Tant que tu n'as pas atteint ce point, tais-toi. Protège ton processus, car c'est là que commence ta véritable renaissance. Le 7e principe que tu ne dois jamais révéler, ce sont les vérités que le monde refuse encore d'accepter. Il y a en toi des prises de conscience que tu n'as pas cherchées, mais qui t'ont été imposées par l'expérience, la solitude ou la douleur. Ce sont des vérités dérangeantes, souvent nées d'une rupture, d'une injustice ou d'un moment d'éveil. Tu les sens dans ton corps, tu les sais dans ton esprit. Mais tu ne peux pas toujours les dire, car le monde n'est pas prêt. Il est attaché à ses illusions, à ses normes, à ses récits confortables. Et lorsque tu oses dire ce que tu as vu, ce que tu as compris, ce que tu sais, tu deviens une cible. Carl Jung le disait avec lucidité, « Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, celui qui regarde à l'extérieur s'endort. » Mais l'éveil dérange ceux qui dorment encore. Si tu parles trop tôt, tu seras rejeté, ridiculisé. Tu seras perçu comme arrogant, négatif ou dangereux. Et ton message, au lieu de faire germer une étincelle, deviendra une pierre contre toi. Certaines vérités doivent d'abord être vécues en silence. Tu dois les incarner, les éprouver, les intégrer. Et seulement lorsque ton regard, ton attitude, ton énergie les exprimeront sans mots, alors peut-être que certains te demanderont de parler. Et tu sauras à ce moment-là que le sol est prêt. Ne précipite jamais la révélation. Ce que tu as compris sur l'amour, sur la mort, sur l'ego, sur la société, sur Dieu, sur l'absurdité de certaines règles ou sur la beauté cachée de la solitude, garde-le en toi. Transforme-le en force. Le monde ne comprend pas encore que certaines vérités ne se disent pas. Elles se transmettent par présence. Et ta présence ne pourra devenir un message que si tu as appris à te taire. Celui qui parle trop vite finit par se faire taire. Mais celui qui garde ses révélations dans le feu du silence deviendra, un jour, le feu lui-même. Il y a ce que tu sais ne pas devoir dire, et il y a ce que tu crois pouvoir dire, mais qui empoisonne ton équilibre à chaque fois. Cette deuxième partie dévoile les vérités les plus subtiles, celles qui échappent même à ta vigilance. Elles semblent anodines, mais révèlent tes failles les plus profondes si tu les exposes à tort. La première vérité silencieuse que tu ne dois jamais révéler, c'est ton besoin d'être validé. Tu crois que c'est une chose anodine, presque naturelle. Tu dis que tu veux juste être compris, soutenu, encouragé. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas cela. Tu veux être vu. Tu veux qu'on reconnaisse ta valeur, qu'on te confirme que tu existes, que tu es important, que tu comptes. Et ce besoin, s'il est exprimé, devient un aveu de fragilité. Carl Jung le savait, plus l'ego réclame l'approbation, plus il est éloigné du soi véritable. Le besoin de validation est un vide intérieur que tu essaies de remplir avec les regards extérieurs. Et le problème, c'est que plus tu en parles, plus tu t'enfermes dans cette boucle. Chaque fois que tu dis à quelqu'un que tu te sens invisible, rejeté, ignoré, tu amplifies l'écho de ta propre insécurité. Et les autres, même s'ils semblent compatir, prennent inconsciemment le dessus. Ils sentent que tu leur donnes un pouvoir sur toi. Et certains s'en servent. Ils valident, puis retirent leur validation. Ils te donnent une image flatteuse, puis la cassent. Et toi, tu restes dépendant. Mais si tu gardes ce besoin silencieux, si tu le regardes en face sans le crier, alors tu peux commencer à le transformer. Tu peux comprendre qu'il vient d'une blessure plus ancienne, d'un amour qu'on t'a refusé, d'une place que tu n'as jamais su occuper. Et là, dans ce face-à-face, tu reprends ton pouvoir. Tu ne mendies plus l'amour, tu l'habites. Tu ne demandes plus qu'on te voie,
tu deviens présence. Mais cela ne peut se faire que si tu as le courage de ne pas exposer ton manque au premier venu. Car le monde ne guérit pas tes failles, il les exploite. Ne cherche pas à être validé, cherche à être réel. Et la réalité, elle, n'a besoin d'aucun témoin pour exister. La deuxième vérité silencieuse que tu ne dois jamais révéler, ce sont tes ambitions inavouées de pouvoir ou d'influence. Il y a en toi une force qui veut s'élever, prendre sa place, diriger, marquer le monde de son empreinte. Ce n'est pas une faute, c'est une énergie ancienne, presque archétypale, que Carl Jung associait à l'archétype du roi ou du magicien. Mais cette force, si elle est exprimée trop tôt, sans ancrage intérieur, devient une faille dangereuse. Dès que tu parles de ton ambition profonde, dès que tu révèles ton désir de briller, de changer les règles, d'impacter, de prendre le pouvoir, tu exposes à nu ta volonté. Et le monde ne respecte pas la volonté non encore maîtrisée. Il la teste, il la défie, il la tente. Pire encore, ceux qui t'écoutent ne t'entendent pas avec neutralité. Ils projettent leur jalousie, leur peur, leur propre refoulement. Et ce que tu portais comme une mission intérieure devient une menace à leurs yeux. On commence à te surveiller, à te contrecarrer, à te faire sentir que tu prends trop de place. C'est ainsi que naissent les sabotages invisibles, les résistances sociales, les alliances toxiques. Et tout cela parce que tu as parlé trop vite de ce qui aurait dû rester caché jusqu'à maturation. L'ambition est sacrée. Elle doit être portée dans le silence, nourrie dans l'ombre, élevée dans la solitude. Elle n'est pas faite pour être exposée comme une revendication. Elle est un feu intérieur, et si tu ouvres la porte au vent trop tôt, il l'éteint. Tu dois incarner ton ascension sans jamais la revendiquer. Tu dois devenir l'influence sans en parler. Tu dois atteindre le sommet sans dire que tu y vas. Car celui qui parle de sa puissance avant de l'avoir consolidée attire toujours des forces plus grandes que lui. Et elles ne viennent pas pour le servir, elles viennent pour l'éprouver. Si tu veux vraiment régner sur ta destinée, tais-toi, avance, construis et laisse le silence faire ton écho. La troisième vérité silencieuse que tu ne dois jamais révéler, ce sont tes désirs refoulés que tu ne comprends pas encore. Il y a en toi des désirs que tu ne choisis pas, des impulsions qui surgissent sans prévenir, des élans confus parfois, sombres, parfois déroutants, que tu n'oses pas regarder en face. Et parce que ces désirs te déstabilisent, tu cherches parfois à les partager, à les nommer, à en parler pour les exorciser. Mais c'est une erreur. Carl Jung l'a montré, tout désir refoulé est une porte vers l'inconscient, une tentative de l'âme de se réconcilier avec ses propres contradictions. Ce n'est pas en le racontant que tu guéris, c'est en l'accueillant. Car ce que tu n'as pas encore compris, si tu le nommes trop tôt, devient un mensonge. Tu habilles ton incompréhension de mots, tu transformes un mystère en récit. Et ce récit, une fois livré aux autres, devient une cage. Les autres vont t'y enfermer. Toi-même, tu vas finir par y croire. Et le désir, qui n'était qu'un messager, devient une identité. Mais tu n'es pas ce que tu désires, tu es ce que tu fais du désir. Le silence est ici une alchimie. Lorsque tu sens un désir étrange monter en toi, que ce soit un besoin de dominer, une attirance ambiguë, une envie irrationnelle de fuir, de détruire, de posséder ou de disparaître, ne te précipite pas pour en parler. Observe, note, respire. Car ces mouvements te révèlent quelque chose d'ancien, peut-être un manque, peut-être une blessure, peut-être une vérité que tu n'as pas encore osé affronter. Le danger, c'est que si tu les partages trop tôt, les autres y mettront leur interprétation. Ils t'expliqueront ce que tu ressens. Ils auront des réponses toutes faites et tu risques de t'y accrocher par faiblesse. Mais ces réponses t'éloigneront encore plus de ta propre vérité. Garde pour toi ce que tu n'as pas encore décodé. Protège ton trouble comme un signal sacré. Le jour viendra où tu comprendras. Et là, seulement là, tu sauras si cela méritait d'être dit ou transcendé en silence. La quatrième vérité silencieuse que tu ne dois jamais révéler, ce sont tes rancunes anciennes que tu entretiens en secret.
Il y a des douleurs que tu dis avoir oubliées, mais que ton inconscient chérit encore comme des cicatrices brûlantes. Tu avances dans la vie, tu parles de pardon, tu souris aux autres, mais dans le secret de ton cœur, tu entretiens des rancunes. Tu revis certaines trahisons, tu ressasses des paroles blessantes, tu gardes en mémoire des injustices non digérées. Et parfois, dans un moment de vulnérabilité, tu partages cette amertume avec quelqu'un. Tu crois que cela va te soulager. Tu dis que tu veux juste vider ton sac. Mais ce que tu fais en réalité, c'est nourrir ta blessure. Carl Jung nous enseigne que ce que nous répétons à voix haute devient une programmation mentale. Et chaque fois que tu parles de ta rancune, tu la renforces. Tu la figes dans ton histoire. Tu te condamnes à revivre encore et encore cette scène intérieure, comme un disque rayé de ton passé. Mais ce n'est pas tout. En révélant ta rancune, tu montres sans le vouloir ton point de vulnérabilité. Tu dis au monde, « Voici ce qui me hante, ce qui me fait encore mal. » Et ce monde, qui n'est pas toujours bienveillant, peut s'en servir. Il peut amplifier cette douleur ou t'enfermer dans une image figée de victime. Même les plus proches ne comprendront pas la complexité de ce que tu ressens. Ils donneront des conseils trop simples. Ils jugeront la durée de ta colère. Ils te diront de passer à autre chose. Et tu te sentiras encore plus seul, plus incompris, plus enfermé. Garde pour toi ce feu ancien. Observe-le. Honore-le comme un signal de ton intégrité blessée. Mais ne le transforme pas en récit social. Si tu dois guérir, fais-le dans le silence, ou dans la prière, ou dans l'acte symbolique du pardon sans témoin. La rancune non exprimée peut devenir une sagesse profonde. Mais la rancune partagée trop tôt devient une prison. Et ton âme mérite mieux que cela. La cinquième vérité silencieuse que tu ne dois jamais révéler, ce sont tes stratégies inconscientes de manipulation ou de contrôle. Tu veux être une personne authentique. Tu veux aimer sans condition, aider sans attente, guider sans diriger. Mais il y a en toi, comme en chacun, des mécanismes plus subtils, plus sombres, que tu ne reconnais pas toujours. Ce sont des gestes, des mots, des silences calculés. Des manières d'obtenir ce que tu veux sans le dire. Des façons d'amener l'autre à penser, sentir, décider ce qui t'arrange. Et parfois, dans un moment de lucidité, tu vois cela en toi. Tu le reconnais. Tu sais que tu influences, que tu testes, que tu manipules, même discrètement. Et tu veux en parler, parce que tu veux te libérer. Mais Jung t'aurait dit ceci. Le démon que tu identifies, mais que tu n'as pas encore transmuté, ne doit jamais être révélé. Car en le partageant trop tôt, tu risques deux choses. D'abord, tu invites le regard extérieur à valider ce que tu ne comprends pas encore pleinement. L'autre va t'étiqueter, te moraliser, te juger ou te mépriser. Ensuite, tu renforces l'ego spirituel, celui qui se vante de sa propre lucidité comme d'une preuve de supériorité. Je sais que je manipule, donc je suis honnête. Non. Tu es conscient, mais tu n'as pas encore transformé ce réflexe. Ce type de vérité doit rester dans le feu intérieur de la vigilance. Tu dois observer tes jeux d'influence sans les brandir comme des aveux nobles. Tu dois les démonter en silence. Parce que la manipulation, même inconsciente, parle d'un manque. Manque d'amour, de sécurité, de contrôle sur ta propre vie. Et si tu t'en confies trop tôt, tu exposes cette faille à des esprits qui ne sauront pas la traiter avec grâce. Le véritable dépassement ne vient pas de l'exposition. Il vient de la maîtrise. Celui qui contrôle ces dynamiques cachées sans les afficher possède un pouvoir que rien n'ébranle. Le silence ici n'est pas une fuite, c'est une ascèse. La sixième vérité silencieuse que tu ne dois jamais révéler, c'est ton sentiment d'infériorité caché derrière tes réussites. Il y a des victoires dans ta vie que les autres admirent. Ils voient ta force, ton intelligence, ta résilience. Ils t'écoutent, te consultent, t'imitent parfois.
Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que toi, tu ressens quand tu es seul. Cette impression que tout cela n'est peut-être qu'un masque, que tu compenses quelque chose, que derrière chaque accomplissement se cache une peur d'échouer, un doute de ne pas être à la hauteur, un vieux souvenir d'humiliation que tu n'as jamais digéré. Carl Jung disait que le complexe d'infériorité est souvent l'ombre de la persona brillante. Et il avait raison. Plus tu brilles à l'extérieur, plus tu risques de cacher un abîme à l'intérieur. Et ce gouffre, tu crois parfois le combler en le racontant. Tu veux avouer à quelqu'un que tu n'as pas autant confiance que tu en donnes l'impression, que tu doutes, que tu trembles, que tu joues un rôle. Mais ce genre de vérité, lorsqu'il est révélé trop tôt, est toujours mal reçu. L'autre n'y verra pas ton courage, mais ton instabilité. Il se dira « S'il doute autant de lui, alors pourquoi devrais-je le suivre ?» Tu perds une forme d'autorité intérieure, pas parce que tu es faible, mais parce que tu as exposé une faille que tu n'as pas encore transcendée. Et pire encore, tu risques de te sentir encore plus illégitime, de voir dans le regard de l'autre la confirmation de ce que tu redoutais. Ce genre de sentiment doit être regardé, travaillé, guéri, dans le silence. Tu dois l'apprivoiser comme une partie de toi, sans en faire un récit. Plus tu l'exposes, plus il se fige. Moins tu le nommes, plus tu peux l'intégrer. Tu n'as pas besoin de dire que tu te sens inférieur. Tu as besoin de devenir plus vrai. Et la vérité n'a pas besoin d'être proclamée. Elle se respire, elle se ressent. Elle se manifeste quand le masque tombe, pas devant les autres, mais devant toi. La 7e vérité silencieuse que tu ne dois jamais révéler, c'est ta peur fondamentale de l'abandon ou du rejet. Tu la portes depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance. Peut-être qu'elle a commencé le jour où quelqu'un t'a quitté sans explication, ou lorsque tu as senti, dans un regard, que tu n'étais pas assez. Cette peur ne se manifeste pas toujours clairement. Elle se cache dans ton besoin de plaire, dans ton silence face à l'injustice, dans ta gentillesse excessive, dans ton incapacité à dire non. Tu veux rester aimé, accepté, intégré. Tu préfères parfois trahir tes limites plutôt que de risquer d'être seul. Et quand cette peur t'étouffe, tu cherches un refuge. Tu veux la dire, la poser, l'expliquer à quelqu'un. Tu veux qu'on t'écoute, qu'on te rassure. Mais Carl Jung aurait été prudent ici, car cette peur est une blessure si profonde, si enracinée dans ton architecture intérieure, que la nommer avant de l'avoir transmutée peut l'enraciner davantage. Dès que tu dis à quelqu'un que tu as peur d'être abandonné, tu crées une dynamique invisible où cette personne devient responsable de ton équilibre. Tu places en elle une attente inconsciente, celle de ne pas te quitter, de ne pas te rejeter, de ne pas t'ignorer. Et cette attente te rend dépendant. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais elle altère ta posture, ton énergie, ta liberté. Tu ne vis plus l'instant, tu anticipes déjà la séparation. Et parfois, l'autre le sent et s'éloigne. Non parce qu'il veut te blesser, mais parce qu'il ressent en toi une pression qu'il n'a pas choisie. Cette peur, tu dois l'affronter seul. Tu dois apprendre à rester debout même quand personne ne te retient. Tu dois redevenir ton propre ancrage. Et cela ne peut se faire que dans le silence, dans la solitude, dans la prière ou dans l'introspection. Parler de ta peur de l'abandon, c'est l'inviter à revenir encore. Mais la porter avec dignité, sans bruit, c'est commencer à la désarmer. Tu ne seras libre que le jour où tu n'auras plus besoin de supplier personne de rester. Savoir ce qu'il faut taire est un début. Mais transformer ce silence en force intérieure, en clarté d'esprit, en puissance tranquille, c'est là que commence l'alchimie. Cette dernière partie te donne des outils concrets pour habiter ce silence avec sagesse, pour protéger ton noyau et pour construire une vie ancrée dans l'essentiel, loin du bruit. La première technique que tu dois pratiquer, c'est la discipline du non-dit. Chaque jour, tu es tenté de parler, de dire ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu prévois. Tu veux partager une victoire, expliquer une blessure, chercher du réconfort. Mais la vérité, c'est que cette impulsion n'est pas toujours une force. Parfois,
Elle trahit un besoin profond d'être vue, entendue, validée. Carl Jung aurait vu là une faille du moi, ce besoin irrépressible de formuler ce qui n'a pas encore été digéré. La discipline du non-dit consiste à retenir, pas à fuir, pas à cacher, à retenir. À choisir consciemment de ne pas verbaliser ce qui est encore en gestation intérieure. Cela commence par l'observation. Chaque fois que tu ressens l'envie de tout raconter à quelqu'un, pose-toi une question simple. Pourquoi ? Est-ce pour comprendre ou pour soulager ? Est-ce pour t'élever ou pour combler un vide ? Le non-dit n'est pas du mutisme, c'est un entraînement, une musculation invisible. Tu apprends à rester avec ce qui monte, tu laisses passer la vague, tu accueilles ce qui bouillonne sans l'évacuer dans la parole. Et tu découvres que ce que tu ne dis pas commence à se transformer. Il mûrit, il s'épure, il se décante. Et quand vient le moment juste, si la parole doit émerger, elle sera plus claire, plus juste, plus alignée. En pratiquant le non-dit, tu développes un pouvoir intérieur rare, celui de ne plus dépendre de l'oreille extérieure. Tu deviens ton propre témoin. Tu te suffis. Tu apprends à porter le poids de ta conscience sans chercher à la diluer. Ce silence volontaire t'ancre. Il t'éloigne de la dispersion. Il te libère de l'habitude de parler pour combler. Et un jour, tu te rendras compte que ce que tu ne dis plus devient la base même de ta présence. Les autres ne sauront pas pourquoi ils te respectent. Mais toi, tu sauras. La deuxième technique que tu dois intégrer, c'est le journal de l'ombre. Ce que tu ne peux pas dire aux autres, ce que tu refuses parfois même de te dire à toi-même, peut devenir un poison intérieur. Des pensées que tu juges, des émotions que tu rejettes, des désirs que tu n'assumes pas. Ils tournent dans ton esprit, se cachent dans ton corps, sabotent ton énergie. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette part de toi que tu nies mais qui te dirige. Écrire dans un journal de l'ombre, ce n'est pas tenir un journal intime ordinaire. C'est créer un espace secret où tu peux tout déposer sans filtre, sans masque, sans peur. Tu écris ce qui te traverse, même si c'est absurde, honteux, douloureux. Tu n'analyses pas, tu poses, tu vides. Et dans cette écriture libre, brutale parfois, tu permets à ton inconscient de se dévoiler. Tu lui donnes une voix. Et peu à peu, en lisant ce que tu écris, tu découvres ce que tu fuyais. Tu mets des mots sur tes nœuds. Tu retrouves des fragments oubliés. Le journal devient un miroir. Il reflète ce que ta parole ne peut pas encore dire. Mais attention, ce carnet n'est pas fait pour être lu par autrui. Il est sacré. Il doit rester à l'abri, hors des regards. Car c'est dans cette protection que tu oses être vrai. Tu t'exerces à la lucidité sans craindre le jugement. Ce journal est ton sanctuaire. Et plus tu y écris, plus tu découvres une chose étrange. Ce que tu oses regarder en face commence à perdre son pouvoir sur toi. Tu redeviens maître de ce que tu cachais. Le silence extérieur trouve ici son exutoire intérieur. Tu n'as pas besoin de tout confier à quelqu'un pour aller mieux. Tu dois d'abord te révéler à toi-même. Et cela commence par l'encre, par le geste, par le courage de t'écrire sans te censurer. Chaque mot que tu déposes est une récupération d'énergie. Et plus tu avances, plus tu deviens entier. La troisième technique que tu dois maîtriser, c'est le silence stratégique dans les relations sociales. Tu crois parfois qu'être proche signifie tout dire. Tu penses qu'il faut se livrer pour créer du lien, se confier pour bâtir la confiance, se dévoiler pour prouver l'authenticité. Mais dans le monde réel, ce n'est pas toujours vrai. Dans certaines relations, plus tu parles, moins on t'écoute. Plus tu t'ouvres, plus on te jauge. Carl Jung l'a compris, les liens humains sont traversés de projections. Ce que l'autre voit en toi n'est jamais totalement toi. Et si tu te livres trop vite, trop fort, tu donnes aux autres une matière qu'ils vont interpréter selon leur inconscient, leurs blessures, leurs limites. Le silence stratégique, c'est cette capacité à garder pour toi ce qui te définit vraiment. À écouter sans toujours répondre,
à être présent sans toujours t'exposer. C'est une posture intérieure. Ce n'est pas de la distance, c'est de la souveraineté. Tu apprends à discerner. Qui mérite d'entendre une vérité intime? Qui te regarde avec bienveillance et qui te scrute pour te comparer? Tu observes, tu sens, tu testes et surtout, tu ne précipites rien. Ce silence n'est pas un mur, c'est un filtre. Il te protège des jugements hâtifs, des curiosités malveillantes, des manipulations douces. Il te permet de rester maître de ton image, de ta narration, de ton rythme. Et plus tu le pratiques, plus tu développes une aura particulière. Les autres sentent que tu ne te livres pas au hasard. Ils te respectent sans toujours comprendre pourquoi. Tu deviens dense, tu deviens solide. Tu inspires sans t'expliquer. Car tu as compris ceci, ce qui est sacré en toi ne doit pas être livré à ceux qui ne vivent que dans le bruit. Le silence dans une relation n'est pas une absence, c'est un choix. C'est une frontière, c'est une puissance tranquille qui dit « Je suis ici, mais je ne me donne pas à n'importe qui ». La 4e technique que tu dois instaurer, c'est le rituel du recentrage intérieur chaque matin. Dès que tu ouvres les yeux, le monde t'appelle. Les notifications, les sollicitations, les visages, les obligations, les urgences. Tu te lèves souvent dans le bruit du mental, et sans t'en rendre compte, tu perds ton axe. Tu commences à vivre en réaction. Tu entres dans le jour comme un pantin, tiré par les cordes invisibles de l'extérieur. Carl Jung insistait sur ce point. Sans un centre fort, tu deviens vulnérable à toutes les projections, toutes les identifications, toutes les illusions. Le recentrage intérieur est un rituel simple, mais sacré. Chaque matin, avant de parler à quiconque, avant de regarder ton téléphone, tu te tournes vers toi-même. Tu t'assois. Tu respires. Tu écoutes ce qui monte. Tu n'analyses pas. Tu accueilles. Tu poses une question simple. Qu'est-ce qui m'habite aujourd'hui? Et tu laisses venir une émotion, un mot, un silence. Puis tu répètes en toi une phrase d'ancrage, une intention claire. Je choisis de rester centré, quoi qu'il arrive. Tu peux la murmurer ou la penser. Ce rituel ne prend que quelques minutes, mais il réorganise ton monde intérieur. Il t'empêche de te perdre dans les rôles, dans les apparences, dans les attentes des autres. Il fait de toi un être présent, lieu d'un être dispersé. Et ce recentrage te permet aussi de mieux gérer ton silence. Tu sais ce que tu veux dire et ce que tu dois taire. Tu ressens quand ton énergie baisse, quand tu t'égares, quand tu cherches inconsciemment à plaire. C'est un retour à l'essentiel. Ce moment du matin n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité psychologique. Si tu ne le fais pas, tu entres dans la journée comme un territoire ouvert. Si tu le fais, tu entres comme un maître. Tu choisis tes pensées, tu habites ton corps, tu diriges ton énergie. Et le monde, sans savoir pourquoi, sent que tu es ancré. La 5e technique que tu dois intégrer, c'est l'art de répondre sans te dévoiler. Chaque jour, on te pose des questions, directes ou subtiles. Comment tu vas vraiment? Qu'est-ce que tu prépares? Tu penses quoi de cette personne? Tu te sens bien en ce moment? Par réflexe, tu veux répondre avec sincérité. Tu crois qu'être vrai, c'est tout dire. Mais la vérité, c'est que tu peux être authentique sans être transparent. Carl Jung le pressentait. L'individu éveillé ne dit pas tout ce qu'il pense. Il choisit ce qu'il sert. Répondre sans se dévoiler, c'est un art. Ce n'est ni du mensonge, ni de la fuite. C'est un choix stratégique, une maîtrise de ton flux verbal. Tu apprends à dire « ça va » sans entrer dans tes tourments. À dire « je travaille sur moi » sans détailler les cicatrices. À dire « j'y réfléchis » quand tu n'as pas à justifier ton silence. Ce type de réponse crée un espace. Tu restes vrai, mais tu ne t'exposes pas. Tu préserves ta profondeur sans te cacher. Tu affirmes ta présence sans être lisible. Ce n'est pas un masque, c'est une frontière. Tu choisis ce que tu livres, quand tu le livres et à qui. Et ce choix constant t'oblige à te connaître,
à sentir où est ta limite, à savoir quand la parole devient faiblesse et quand elle peut être force. C'est un entraînement quotidien. Tu observes. Pourquoi ai-je envie de dire cela? Est-ce pour être compris ou pour être rassuré? Est-ce nécessaire? Est-ce sage? Et souvent, tu découvres que non. Ce que tu allais dire n'aurait rien apporté, ni à toi, ni à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on te demande qu'il faut répondre. Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois le verbaliser. Il y a des vérités que l'on garde pour les protéger, et des silences qui guérissent plus que 1000 phrases. Celui qui apprend à parler sans se livrer devient impossible à manipuler. Et celui qui se maîtrise dans la réponse commence à gouverner sa propre existence. La 6e technique que tu dois pratiquer, c'est le jeûne de parole pour réinitialiser ton énergie. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais chaque mot que tu prononces consomme une part de ton énergie vitale. Parler, c'est s'exposer, laisser une trace. C'est ouvrir une porte à travers laquelle ton essence circule, parfois sans retour. Le silence n'est pas un simple confort, c'est un réservoir. Carl Jung considérait le verbe comme une puissance créatrice, mais aussi destructrice quand elle est utilisée sans conscience. Trop parler, trop expliquer, trop commenter, finit par t'affaiblir. Ton esprit s'embrouille, ton intuition se brouille, et ton pouvoir de présence s'éteint. Le jeûne de parole est un rituel de purification, une pause, une remise à zéro. Pendant quelques heures, une demi-journée, ou même une journée entière si tu le peux, tu choisis de ne rien dire. Tu n'expliques pas, tu n'argumentes pas, tu observes, tu ressens. Tu accueilles tout ce qui monte sans le traduire en mots. C'est un acte radical de recentrage. Et c'est dans ce silence prolongé que tu découvres une vérité cachée. Tu peux exister sans t'exprimer. Tu peux traverser le monde sans être constamment en interaction. Et plus encore, tu te rends compte que beaucoup de paroles étaient superflues. Tu parlais pour combler, pour rassurer, pour ne pas sentir le vide. Mais ce vide est sacré. Il contient ton noyau. Le jeûne de parole révèle aussi les endroits où tu surjoues. Il te montre où tu bavardes pour plaire, où tu parles pour éviter, où tu t'agites pour ne pas plonger. Et ce miroir silencieux est brutal, mais libérateur. Tu redeviens sobre, aligné, calme. Le silence nettoie ta voix intérieure. Il aiguise ton regard. Il te reconnecte à l'essentiel. Ce n'est pas un isolement, c'est une alchimie. Plus tu jeûnes régulièrement de parole, plus ta parole, quand elle revient, devient précise, tranchante, utile. Celui qui sait se taire sait aussi quand parler devient un acte sacré. Et ce pouvoir-là ne s'apprend que dans le silence total. La 7e technique que tu dois instaurer, c'est l'ancrage symbolique. Créer un espace sacré où déposer l'indicible. Il existe des vérités que tu ne peux pas dire, non parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles sont trop vastes pour être réduites en mots. Ce sont des intuitions, des ressentis, des douleurs métaphysiques, des appels de l'âme. Tu les sens, tu les portes, mais tu ne sais pas quoi en faire. Et à force de les garder en toi sans support, tu les réprimes ou tu les oublies. Carl Jung parlait du besoin de rituels dans l'individuation, un moyen de faire descendre l'invisible dans le visible, le mystère dans la matière. L'ancrage symbolique est cela. Tu choisis un lieu dans ta maison, un coin précis, minuscule s'il le faut, et tu en fais un sanctuaire. Tu y poses un objet qui te parle, une pierre, une bougie, une figure, un symbole. Et chaque fois qu'une parole non dite t'étouffe, chaque fois qu'un secret te pèse, chaque fois qu'un élan profond te traverse sans pouvoir être formulé, tu viens là. Tu t'assois, tu respires, tu poses la main sur l'objet. Tu ne parles pas, tu transmets, tu confies sans bruit ce que ton cœur ne peut dire à personne. Tu déposes l'indicible dans un lieu réel pour qu'il ne me ronge pas l'intérieur.
cet acte symbolique n'est pas magique. Il est psychique. Il donne un contenant à l'énergie silencieuse. Il évite que ton esprit ne déborde. Il te permet d'honorer ce qui vit en toi sans le trahir. Et peu à peu, cet espace devient un miroir, un lieu de retour, un rappel. Tu n'as pas besoin d'être entendu pour être réel. Tu n'as pas besoin de parler pour guérir. Il suffit parfois de déposer, d'écouter, de laisser circuler. L'homme moderne a oublié le langage du geste sacré. Tu dois le retrouver, car ce que tu gardes sans le déposer finit par s'infiltrer dans tes actes, dans ton regard, dans ton sommeil. Mais ce que tu ancres te libère. Il y a des vérités qu'il faut dire pour guérir, et d'autres qu'il faut taire pour se préserver. Le monde moderne a confondu authenticité et exhibition. Il t'a appris que pour être vrai, tu devais tout partager, que pour être libre, tu devais tout dire, que pour être aimé, tu devais tout montrer. Mais en vérité, chaque mot possède un poids. Chaque phrase que tu livres à quelqu'un modifie l'équilibre entre ce que tu es et ce que l'autre perçoit de toi. Et souvent, ce déséquilibre crée une brèche. Tu pensais te libérer, mais tu t'es rendu vulnérable. Tu croyais créer de la proximité, mais tu as perdu ton mystère. Tu voulais être compris, mais tu as ouvert une porte à des regards qui ne savent pas voir. Carl Jung nous a appris que l'âme a besoin de profondeur, et la profondeur commence là où les mots s'arrêtent. Ce n'est pas en parlant toujours plus que tu te connectes à ton essence, c'est en apprenant à écouter le silence, à te tenir face à toi-même sans avoir besoin de témoins, à contenir une vérité sans la jeter dans le vide d'une conversation. Cette retenue n'est pas une faiblesse, elle est une force ancienne, une sagesse oubliée. Elle dit « Je sais ce que je porte, mais je ne le livre pas à ceux qui ne savent pas recevoir. » Et c'est là que ton pouvoir commence. Ce pouvoir n'est pas celui qui domine les autres, c'est celui qui maîtrise ce qu'il révèle, ce qu'il retient, ce qu'il cultive dans l'ombre. Si tu appliques ce que tu viens d'entendre, ces principes, ces techniques, ces vérités silencieuses, alors tu vas sentir un glissement subtil en toi. Tu ne parleras plus pour combler, tu ne chercheras plus à prouver, tu ne courras plus après la validation. Tu commenceras à habiter ton être sans justification, à te sentir solide, même sans applaudissements, à devenir une présence, pas une performance. Et les autres sentiront ce changement. Ils ne sauront pas forcément pourquoi, mais ils respecteront ton silence. Ils se tiendront différemment devant toi. Parce que tu ne seras plus transparent. Tu seras opaque. Et dans cette opacité, il y aura une lumière, une intensité, un appel à la prudence. C'est ainsi que naît l'autorité intérieure. Tu ne peux pas tout dire. Tu ne dois pas tout dire. Certaines blessures se ferment dans le secret, certains projets grandissent dans l'ombre. Certaines visions n'ont pas besoin d'être entendues, elles doivent être incarnées. Et certaines failles ne doivent pas être exposées, mais transfigurées. Ce que tu gardes devient ce que tu transformes. Ce que tu tais devient ce que tu maîtrises. Ce que tu protèges devient ce que tu révèles un jour, mais avec force. Non dans la vulnérabilité, mais dans l'accomplissement. Le silence n'est pas une barrière, c'est une matrice. Une chambre intérieure où l'âme prépare ce qu'elle donnera au monde, quand elle sera prête. Quand elle ne cherchera plus à être comprise, mais à être. Alors, choisis bien tes mots, mais choisis encore mieux tes silences. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo à une personne qui parle trop vite, trop fort, trop souvent, et qui mérite de retrouver son centre. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités enfouies, abonne-toi maintenant. D'autres révélations t'attendent.